Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Des actions fortes prévues en 2023 pour bouter le terrorisme hors de la cité. Un budget conséquent y est dédié au ministère de la Défense. Du côté des infrastructures, la cagnotte est à la hauteur des ambitions, assurent les explications des deux ministres. Des fraudeurs dans les mailles de la douane, des tonnes de soja et de cannabis ont été saisies dans la Donga. L'opération de lutte contre la fraude douanière déclenchée dans ce département porte déjà ses fruits. Et puis, la connectivité des universités est une réalité au Bénin. Ces universités ont reçu 100 nouveaux ordinateurs portatifs. Une quarantaine de points focaux ont été également dotés. Le compte-rendu dans ce 20h. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre par les informations sportives. Football, vous le savez, c'est l'actualité. La jeunesse béninoise s'intéresse au déroulement de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les fans du football se retrouvent très souvent dans les bars et autres lieux de distraction pour suivre cette compétition mondiale. Une équipe de la rédaction est allée constater l'ambiance sur le terrain. Suivons Gilles Dansou et Christian Debouchy. Match Sénégal-Qatar, coup d'envoi sous le regard attentif des jeunes supporters béninois face à la chaîne de télévision de service public l'ORTB. Ça fait du bien à la jeunesse béninoise et tout le monde est braqué à sa télévision. Même si les écureuils ne jouent pas quand même, je crois que les pays africains vont tirer leur épingle du jeu. Et ça fait du bien et puis vraiment, c'est un moment de joie. Parlons de performance. Là, ça reste à désirer parce que on n'a que 5 équipes. On comptait beaucoup plus sur le Sénégal qui malheureusement a perdu son joueur phare qui est Mané. Ce que nous regrettons tous d'ailleurs. En ce qui concerne les autres équipes, Ghana, bon, je dirais qu'ils n'ont pas démérité. Malgré leur défaite d'hier, ils n'ont pas démérité. Cameroun aussi, comme on le dit, chez nous, impossible n'est pas béninois, donc je pense aussi que impossible n'est pas africain. On garde l'espoir et on a encore de l'espoir que les matchs à venir vont donner de très bons résultats et on ira plus loin dans la compétition. L'ORTB montre la Coupe du Monde, on est fiers de lui parce que tout dans 13h, 11h, on est ici pour suivre la Coupe du Monde. C'est un joie pour nous aussi et pour nous, joie pour notre pays aussi. On est très contents de l'ORTB. Rien n'est encore perdu. Il faut aussi qu'on garde l'espoir pour voir ce que ça va donner jusqu'à la 3e journée de leur jeu mondial. La fête du football mondial se poursuit au Qatar. Et on reste toujours avec ces fans des Lions de la Teranga. Victoire du Sénégal face au Qatar. 3 buts à 1 en faveur des Sénégalais. Une victoire par surprenante connaissant les Lions de la Teranga. Quelques Sénégalais rencontrés ici à Cotonou ont manifesté leur joie au micro de Précieux Akoirono. Sénégal-Qatar, c'est un bon mars. Franchement, tous les Sénégalais, ils sont en joie aujourd'hui. Parce que je peux te dire qu'on sait quand même que le Sénégal doit gagner. Ça, c'est normal. Même sans Sadio Mané, on doit gagner. Cette fois-ci, on sait que c'est le Coupe du Monde, là, c'est pour le Sénégal. Le match prochain aussi, on va gagner 3-0. Bon, on attend le quart de finale, après demi-finale et finale. Hein. Oui, je suis dans la joie parce que c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Le Sénégal, c'est chez moi aussi. Je suis très dans la joie. J'ai mangé tchèp poulet à cause de la victoire. Avec la victoire. Oui. On est content quand même. Vraiment. Normalement, c'est 4e but, on va marquer. Mais bon, malheureusement, c'est 3-1. Nous tous, on est contents quand même aujourd'hui. De toute façon, nous pouvons dire que c'est une victoire vraiment méritée. Au début, on ne s'attendait pas à un match aussi médiocre au début, mais là, ça va. Je soutiens le Sénégal et nous comptons sur vous. Bravo, allez-y, foncez. Autre actualité ce soir, adapter des instruments de défense pour faire face aux attaques terroristes. C'est l'une des actions fortes envisagées en 2023 par le ministère de la Défense. Fortuné Nouati, ministre de la Défense, était devant la représentation nationale jeudi dernier. À la fin du grand oral, il s'est confié à Firmin Bassao. Regardez. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er décembre 2021, le Bénin est en proie à des attaques terroristes répétées. Devant cette situation, il va falloir adapter l'instrument de défense que sont les forces armées béninoises et
Ceci appelle un renforcement de capacité, un renforcement d'effectifs, un renforcement de capacité, un renforcement d'équipement, un renforcement de capacité en entraînement et en aguerrissement. Donc le budget a connu une augmentation, c'est vrai, mais c'est essentiellement sur le fonctionnement et sur les salaires. Parce que nous nous apprêtons à accueillir 1500 nouveaux militaires cette année et l'année prochaine également 1500. Les députés ont apporté leur soutien aux forces armées béninoises compte tenu de la résilience qu'ils sont en train de montrer par rapport à ce phénomène d'attaque terroriste. Ils ont recommandé de rester plus vigilants et de pouvoir mieux protéger la population. Et ceci se décline à travers le budget, parce que les centres de formation, les centres d'aguerrissement font essentiellement l'objet des crédits inscrits au titre des réalisations pour 2023. On reste au Parlement. D'un montant de 156 milliards de francs CFA, le budget 2023 des infrastructures et des transports va permettre de faire évoluer le Bénin vers une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation en le dotant, entre autres, d'un système intégré d'infrastructures et de services de transport performant. Hervé Romain, le ministre, l'a expliqué à notre reporter Fimé Bassao. Regardez. Il s'agit d'un budget qui nous permettra de poursuivre au cours de l'année prochaine la réalisation de certains travaux, notamment dans le cadre de la modernisation et de l'extension du réseau routier. Comme vous le savez, nous en avons fait un certain nombre durant le premier quinquennat. L'année dernière, nous avons lancé de nouveaux chantiers. Et aujourd'hui, le premier défi qui se dresse à nous, c'est l'entretien routier. Cette année, nous avons assisté à la dernière saison des pluies qui a fortement sollicité nos ouvrages. Donc il est prévu des ressources pour reconstruire un certain nombre d'ouvrages, pour commencer la mise en œuvre d'un programme d'entretien routier, d'entretien périodique et d'entretien courant. Donc tout ça est prévu à commencer par l'année prochaine. Nous avons un programme bien établi. Mais aujourd'hui, nous allons mettre un accent particulier sur les routes en terre et les pistes rurales, le désenclavement des zones de production. Les sociétés sous tutelle, qui, notamment le port et la société des aéroports également, ont des programmes qui ne font pas partie du budget, mais c'est sous la tutelle du ministère, notamment la modernisation du port, l'aéroport international de Cotonou. Vous avez vu les travaux qui s'y opèrent. Donc, les infrastructures routières, l'entretien routier, les routes en terre et pistes rurales, et surtout la construction d'un certain nombre d'ouvrages. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux éléments de dimensionnement de nos ouvrages qui pourraient nous éviter d'avoir les déconvenues qu'on a eues dans le passé. Autre ministère, le ministre des Sports, au détour de son grand oral devant la représentation nationale, jeudi dernier, a décliné les grandes actions de son département ministériel en 2023. Le budget que Oswald Omeki est allé solliciter se veut stable et s'élève à 32 milliards 918 millions de francs CFA. Suivez. C'est un budget à 32 milliards qui est stable, avec des ambitions, comme je l'ai dit, un peu plus grandes. Mais nous avons maintenant des habitudes de rationalisation des dépenses publiques. Nous savons comment faire avec le minimum qu'on nous donne. Nous allons enclencher la construction du stade René Pleven. Nous allons enclencher la construction, la réhabilitation des stades dans les chefs-lieux de département. Nous allons poursuivre avec le projet du stade international de Parakou, pour lequel maintenant les études sont terminées. Le stade Charles de Gaulle également, le projet de réhabilitation, le boulodrome dont le chantier a démarré, l'académie de football des jeunes filles à Lokossa, l'académie de tennis pour lequel les études sont terminées. Nous allons poursuivre tous ces projets en même temps que nous continuons de former nos jeunes enfants des classes sportives, en même temps que nous continuons d'animer fortement les différents programmes des tournois inter-arrondissements pour former nos sélections départementales de basket, de handball, de volley et d'athlétisme. Bref, nous allons continuer le travail, continuer à avancer. C'est très, très réconfortant de voir que la représentation nationale reconnaît le travail que la jeune équipe du ministère des Sports est en train de faire.
Et donc, je me sens davantage déterminé, motivé à continuer à poursuivre le travail. Nous avons pu observer la joie que les Béninois des 77 communes et de la diaspora ressentent à chaque fois que nous avons des performances. Nos derniers exploits de nos jeunes enfants du CEG Kobli et du CEG Saint-Rita montrent bien que notre pays demande à faire des performances sportives. Les exploits de nos athlètes individuels dans les différentes disciplines montrent bien que nous sommes sur la bonne voie. Nous allons continuer tout simplement, humblement, à travailler et à avancer. Autre actualité ce soir. Aujourd'hui, 25 novembre, le Bénin a encore envoyé un signal aux auteurs de violences faites aux femmes et aux filles. Il a lancé à cet effet la campagne d'activisme sur les violences basées sur le genre. Voici les temps forts de la cérémonie avec Jean-Claude James. Croisement symbolique des avant-bras. Un geste simple, mais qui résume l'objectif ultime de cette campagne. Bannir les violences basées sur le genre au Bénin. Agir ensemble pour faire reculer les violences. Chers hommes, la masculinité positive, c'est la manifestation de votre engagement. Nous vous appelons à reconnaître et à combattre tout abus, toute exploitation qui transforme la cohabitation pacifique en une souffrance psychologique multiforme et complexe. Selon la présidente de l'Institut national de la femme, créé en 2021, 156 plaintes de violence ont été enregistrées la première année d'exercice. Un nombre qui malheureusement s'accroît. Et pour inverser la tendance, la mobilisation continue reste la solution. Il ne sert à rien d'être activiste d'une cause aussi noble pendant 16 jours sur 365 et laisser faire ou cautionner les violences faites aux femmes et aux filles. Au Bénin, l'arsenal juridique de prévention et de répression des violences basées sur le genre est bien fourni, avec un dispositif législatif dissuasif et ultra répressif. Pour éradiquer la violence sous toutes ses formes, les partenaires techniques et financiers encouragent le gouvernement à maintenir le cap des mesures déjà prises et à veiller à l'application rigoureuse de ces mesures. 16 jours d'activisme aux campagnes Oranger le monde. Le lieu choisi pour le lancement de l'édition 2022 rappelle l'engagement du gouvernement pour la jouissance des droits de la femme au Bénin. On parle donc élevage du poisson. L'Institut national de recherche agricole du Bénin a abrité la première édition des Journées nationales du poisson d'élevage. À ce rendez-vous, les réflexions sont axées sur les politiques à mettre en œuvre pour un véritable envol de la filière des acteurs. Le point avec Charlène Novon. Célébration des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin. Une première. Elle se déroule du 24 au 26 novembre 2022. L'interprofession poisson d'élevage au Bénin, IPERB, réunit les acteurs des différents maillons de la filière autour du thème « Le développement de la pisciculture béninoise, les grands enjeux et défis de la professionnalisation des différents acteurs de la filière ». Le but de ces assises est de contribuer à l'augmentation de la part de marché existant ou potentiel des acteurs de la filière aquaculture grâce à l'exposition des produits, à l'organisation des conférences grand public, des échanges B2B, des rencontres d'affaires sur la promotion de la filière pisciculture. Pour l'IPEB, le niveau de production halieutique est faible. Il s'avère nécessaire de renverser cette tendance. Elle se fixe des objectifs pour la promotion de l'aquaculture en lien avec le programme d'action du gouvernement. Alors, dans ces conditions, un des grands défis pour votre interprofession, c'est la question de la synergie des actions avec l'acteur public, afin de rendre la filière plus compétitive, d'améliorer les liens d'affaires entre les acteurs des différents maillons de la filière et de mettre en place les stratégies de conquête permanente de nouveaux marchés. Ces trois actions ne peuvent se réaliser que sur la base d'une bonne stratégie de partage d'expérience, d'information et de communication entre les différentes parties prenantes sur les produits et les prestations
de services divers. Cette première édition se déroule en 2 étapes. Celle de Boycon se tient du 1er au 3 décembre 2022. On prend la direction du septentrion du Bénin. Des camions transportant du soja à exporter vers l'extérieur ont été saisis par le service régional de lutte contre la fraude Atakora-Donga cette semaine. Cet exploit réalisé par l'inspecteur Laurent Parfait-Meko et 16 éléments est l'un des résultats de l'opération de lutte contre la fraude douanière démarrée le 3 novembre dernier dans l'Atakora-Donga. Ossini Adeleke ou SSA Sawaïmon pour le point. 6 camions transportant du soja à exporter vers un pays non dévoilé par les acteurs incriminés sont ici saisis par le service régional de lutte contre la fraude Atakora-Donga. C'est le fruit de l'opération de lutte contre la fraude enclenchée depuis le début de ce mois de novembre par l'inspecteur Laurent Parfait-Meko et ses éléments. Vous savez, aujourd'hui, ces produits agricoles à l'exportation doivent acquitter certains droits, des redevances notamment, et ces camions sortaient par des voies de fraude. C'est d'ailleurs pour ça que nous les avons arrêtés et conduits au sein de notre unité. C'est à plusieurs positions, à différents endroits, sur différentes pistes de fraude situées notamment entre Basila et Prekete. L'exportation de soja n'est pas interdite, mais elle reste soumise à des prescriptions. L'exportation de ces produits agricoles est réglementée et il y a des formalités à faire au niveau des frontières pour payer les redevances. Alors ceux qui s'adonnent à ces pratiques frauduleuses ne font pas du bien à l'économie béninoise et c'est pour cela que je les invite au comportement citoyen. La commercialisation est encadrée par certains décrets et arrêtés. Et c'est clair, si quelqu'un veut exporter, il vient vers la douane et on lui fait les formalités. Les douaniers ont aussi réussi à mettre la main sur plus d'une demi-tonne de cannabis sur l'As, Séméré-Djougou. Nous avons fait une saisie dans la nuit d'hier d'une quantité importante de produits stupéfiants, du cannabis. L'opération n'a pas été facile. Une fois au retour à la base, nous avons effectué les corps qui a permis de dénombrer au total 550 palettes de ce produit stupéfiant et cela a pesé au total environ une demi-tonne. J'encourage vraiment les douaniers à doubler d'ardeur pour que vraiment on puisse décourager à jamais tout ce qui se fait là et que les citoyens exemplaires soient désormais les commerçants là parce qu'ils vont faire les procédures douanières pour pouvoir faire librement leur commerce. Cette opération de la douane va se renforcer, surtout en cette fin d'année. Et on reste avec le préfet de la Donga qui continue son périple dans les communes sous sa tutelle avec sa délégation. Il était dans les communes de Waké pour échanger avec les populations sur les questions au cœur du développement de cette localité. Les détails avec Osseni Adeleke et Ouensessa Sawaïmon. La tournée statutaire du préfet de la Donga se poursuit. Nous sommes ici à Waké, la commune qui accueille la 3e journée de cette visite du préfet dans les communes de son département. Cette tournée va permettre à l'autorité préfectorale de prendre connaissance des problèmes de développement que vivent les populations de la commune de Waké. Cette tournée vous permettra de toucher du doigt les réalités du terrain pour mieux les apprécier. Nous espérons toujours la réalisation du vaste projet d'approvisionnement en eau. Au cours de cette séance d'échange, le premier agent au maire de la commune a aussi passé en revue les réalisations du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations de cette localité. Je voudrais une fois encore féliciter nos parents qui ont pu prendre une part active cette année encore à cette séance qui nous permet de faire des échanges interactifs entre vous et nous et ce que nous pouvons apporter comme solution sur place, nous les apportons et les conduites à observer désormais. Ceux qui n'ont pas compris ce qu'on a dit, de bouche à oreille, il faut interpréter et que vraiment on constate un changement notable dans nos comportements
notamment vis-à-vis des parcs de carité et des autres espèces arborescentes protégées. L'autorité préfectorale a exhorté les conseillers communaux à mieux s'appliquer dans la gouvernance locale pour encourager le gouvernement à soutenir davantage le développement à la base. Rendez-vous dans la commune de Djougou pour la suite et fin de cette tournée. Voyons à présent ce renforcement. La plateforme e-learning se renforce davantage. 100 nouveaux ordinateurs portatifs viennent d'être distribués aux universités publiques en ligne du Bénin, 16 pour l'université d'Abomey-Calavi et 16 pour celle de Parakou. Une quarantaine de points focaux en ont reçu également dans le cadre du programme de la plateforme e-learning des universités publiques en ligne. Précieuse à Koyonou et Odette Dosso. Des outils numériques. 100 ordinateurs portatifs répartis dans les universités publiques en ligne du Bénin. Le gouvernement vient ainsi de booster la plateforme e-learning, un géant programme mis en place pour faire face à la crise de Covid-19. Cette pandémie allait nous enfermer dans nos différentes maisons, mais le gouvernement qui a compris qu'il est nécessaire de pouvoir continuer les cours dans nos universités a pris cette mesure pour la poursuite académique et pédagogique. Au nord comme au sud, les étudiants pourront accéder gratuitement aux salles informatiques conçues pour l'occasion. Mieux, la connexion Internet est gratuite pour les étudiants inscrits. Aujourd'hui, si l'administration universitaire veut communiquer avec les différents acteurs du monde universitaire, il suffit de passer par cette plateforme et en un clic, un courrier qui a été émis au niveau du rectorat, tout le monde peut l'avoir. C'est magnifique en termes de gain de temps, en termes d'efficacité. Merci et merci une fois encore. Le e-learning, désormais possible au Bénin. Le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Des études sur les exclusions en matière d'accès au numérique dans les universités nationales sont en cours. Elles devront permettre une meilleure accessibilité de l'outil informatique pour tous. Voyons à présent cette formation des chefs régions pédagogiques et conseillers pédagogiques de l'OME sur les pratiques éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire, une initiative de partenariat entre les ONG du Bénin. La cérémonie de clôture de cette formation d'une semaine s'est déroulée ce week-end. Nathalie Dorisso-Labi nous en dit davantage. S'il est vrai que la volonté politique est clairement affichée en ce qui concerne la promotion de l'éducation inclusive au Bénin, il n'en demeure pas moins vrai que la mise en place des ressources constitue encore un grand défi. C'est pour apporter sa modeste contribution, ne serait-ce qu'au chapitre du renforcement du capital humain, que le CIPCRE Bénin, en partenariat avec ERIX, a prévu au contenu du projet EDIP la formation des inspecteurs pédagogiques et des conseillers pédagogiques de l'OME qui, à leur tour, se chargeront d'animer la formation de 120 instituteurs et institutrices sur les pratiques éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire. Venus donc de toutes les communes du département de l'OME, ces conseillers pédagogiques et chefs régions pédagogiques sont désormais outillés pour atteindre les objectifs fixés. Les travaux qui nous ont amenés à cet atelier ont été bien conduits. Et déjà, nous pouvons dire, suite à cette saison de formation, que nous sommes aguerris pour que désormais tous les enfants puissent bénéficier d'une éducation inclusive. Je puis rassurer ici, CIPCRE Bénin, que nos enseignants sont disponibles, ils sont prêts et nous n'attendons que la session de formation à l'intention de nos enseignants pour pouvoir dérouler la bande. Et je crois que nous sommes même prêts pour accompagner l'ONG. Satisfaits, les partenaires réaffirment leur accompagnement aux côtés de CIPCRE et du gouvernement pour faire des écoles béninoises des écoles inclusives.
Marquons un arrêt à l'université d'Abomey-Calavi où les acteurs de l'éducation réfléchissent aux compétences professionnelles des apprenants au cours de leur cursus universitaire. C'est à travers le forum Éducation, compétences et métiers, le point des travaux de la deuxième journée avec Gilles Dansou et Petroni Lokoso. Le forum Éducation, compétences, métiers se poursuit à l'université d'Abomey-Calavi. Le thème qui retient les attentions en cette deuxième journée aborde les compétences professionnelles chez les apprenants au cours de leur cursus professionnel. Une présentation riche en enseignements. Le parcours après le cursus professionnel reste un tournant décisif. Lorsqu'on parle de compétences, c'est agir, c'est l'action. Et quand on parle d'action, ce n'est pas une action de répétition. Parce qu'il doit mobiliser un certain nombre de ressources internes à lui et externes à lui pour pouvoir résoudre un problème. Donc l'apprenant que vous formez de cette manière-là, vous êtes sûr que dans la vie active, il va pouvoir se défendre. Les pays francophones n'ont pas encore bien saisi cette approche-là. Et quand on parle d'approprier la compétence, nous allons seulement au niveau des primaires et des secondaires, sans voir son importance au niveau universitaire. Il s'agit aussi d'identifier les compétences professionnelles tant recherchées par les employeurs et aussi d'établir les mécanismes de développement au cours de leur cursus. On forme pour répondre à des besoins. Donc le préalable, c'est d'abord de chercher à identifier ces besoins du marché. De quoi le marché a besoin en ce moment précis. Lorsque nous arrivons à identifier les besoins du marché, alors la formation doit pouvoir être en adéquation avec les besoins de ce marché-là. Et là, vous êtes sûr que les apprenants que vous allez former vont pouvoir répondre aux besoins du marché. Une visite des stands a mis un terme aux activités. Opération Ville Propre, une action environnementale, un ticket pour le festival We Love EYA. C'est le concept qui sous-tend l'opération Ville Propre, une initiative qui a mobilisé plusieurs jeunes pour une campagne de salubrité organisée en prélude au festival Fulgencia, Rotondi et Donatien Falola pour le point. Sacs, poubelles et sachets plastiques en main, les tenues apprêtés pour la circonstance, ces jeunes décident de rendre propre leur cadre de vie. L'objectif derrière l'opération Ville Propre est de nettoyer les villes, de sensibiliser les personnes à la protection de l'environnement. Et c'est aussi une action sociale liée au festival We Love EYA qui va se dérouler en décembre. Et c'est vraiment une action pour sensibiliser la jeunesse béninoise au respect de son environnement et de la ville. Responsabiliser la jeunesse pour la sauvegarde de l'environnement. On a sensibilisé la population concernant les dangers qu'ils encourent sur la mauvaise gestion des déchets, les sachets plastiques aussi. Alors moi je pense que c'est une très belle initiative qui va beaucoup inciter la jeunesse à prendre également des engagements pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement, mais également profiter de l'occasion pour s'amuser et s'éclater entre jeunes. Je suis venue d'abord pour gagner le ticket d'EYA, pour le concert d'EYA justement, mais aussi pour participer à rendre propre le quartier, la ville. Il y a de l'engouement, il y a une bonne ambiance et on essaie de parler aussi aux gens dans le quartier. Donc c'est vraiment un bon moment pour moi et je suis vraiment très content et très fier de ce qu'on a réussi à faire à notre petit niveau. Nous avons eu une mobilisation de plus de 130 personnes. Nous avons eu plus de 20 000 déchets plastiques qui sont ramassés. Et voilà, dans une très belle ambiance. À la fin de cette séance de salubrité, les jeunes ont reçu leur ticket d'entrée au concert We Love EYA prévu pour le 10 décembre 2022. Et cette remise de SCO, la directrice départementale OME des affaires sociales et de la microfinance a procédé vendredi dernier à la remise des SCO nationaux aux potentiels bénéficiaires de la commune de Semek-Podji, une action du gouvernement pour renforcer sa politique en matière de protection sociale. Brice Fongbo et Nathalie Doris-Olavi. Les secours nationaux constituent l'un des dispositifs mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour améliorer les conditions de vie des couches vulnérables. Ce sont des appuis non contributifs et non remboursables accordés aux personnes cibles après un processus qui implique plusieurs acteurs des niveaux national, départemental et communal. Ce processus part de la base, notamment des communes et précisément des CPS. À ce niveau,
Les potentiels bénéficiaires sont identifiés, accompagnés et appuyés dans la constitution des dossiers de demande de secours. La remise d'appui de ce jour ira à l'endroit de 15 personnes indigentes, 10 personnes âgées, 8 personnes vivant avec le handicap, 6 apprentis cas sociaux seront appuyés dans leur formation professionnelle. Tout en exhortant les bénéficiaires à faire bon usage de ces fonds, le maire de Sémékoudi s'engage à œuvrer pour que ces appuis s'élargissent au plus grand nombre les années à venir. Je vous exhorte à faire un bon usage de ces fonds et je promets au nom de mon conseil communal que ces appuis seront élargis les années à venir pour impacter plus de bénéficiaires. Pour le compte de l'année 2022, un montant de plus de 18 millions de francs CFA a été alloué pour appuyer 363 bénéficiaires dans tout le département de Lomé. Passons à présent à cette séance de restitution de l'enquête sur la prescription des antibiotiques au CHDU Borgo-Alibori. Le monde de la santé s'est retrouvé à l'occasion de la semaine pour un bon usage des antimicrobiens, pour réfléchir à comment améliorer la prescription des antibiotiques dans nos hôpitaux. Le reportage de Félicien Koupakou-Kouagou. Une rencontre pour jeter les bases des bonnes pratiques en matière de prescription d'antibiotiques au CHID Borgo-Alibori. Tout est parti d'une enquête dont voici le résultat. 602 malades enquêtés, on a vu que 70% étaient sous antibiotiques, ce qui est énorme. Mais la question n'est pas là. Est-ce que c'est justifié? Toute la question est là. Pour savoir si c'est justifié ou pas, il faut voir les diagnostics posés. Nous avons vu que sur les 189 prescriptions d'antibiotiques, c'est seulement dans 10 cas qu'on a fait un prélèvement pour envoyer au laboratoire. Ce résultat n'est pas reluisant. Que faire face à une telle situation? L'agent de santé doit apprendre et réapprendre à toutes les occasions la manière ou les bonnes manières d'utiliser ces molécules. Puisque si ces molécules arrivent à ne plus être efficaces, ça met en danger la vie humaine. Et on n'utilise que les antibiotiques lorsqu'il s'agit d'infections bactériennes. Et même dans les infections bactériennes, ce n'est pas toutes les infections bactériennes qui nécessitent d'antibiotiques. À l'issue de la séance, le directeur général du CHID Borgo-Alibori a déjà une idée précise de ce qu'il doit faire. Nous allons nous asseoir pour réfléchir et écrire donc le référentiel qui sera sûrement adapté à chaque service. Et donc, en ce moment-là, personne ne va plus se lever et prescrire n'importe comment un antibiotique. Une révolution qu'on peut déjà saluer en attendant de l'apprécier au résultat. Voyons à présent cette place dédiée au tissu indigo à Ouida. Une nouvelle place vient d'être inscrite dans le circuit touristique de la ville de Ouida. Il s'agit de la place élue pour rendre hommage au paille indigo. C'est une initiative de Nadia Ardanlé, promotrice de Indigo à Ouida. Yasmine Damata pour le point. Autrefois Karoufouki Odomain, aujourd'hui ce site porte fièrement son nom. Place élue pour signifier l'indigo, en mémoire de toutes ces femmes à Niambossou, de Ouida qui travaillent l'indigo. Sur la place, on a 2 pieds, 2 arbres. Le premier qui est sur la gauche, c'est un cotonnier avec les fleurs de coton toutes blanches. À droite, nous avons l'indigotier que nous appelons Elou. La teinture est faite avec ces feuilles et vous voyez les femmes et elles ont le bras démesurément long. C'est pour montrer que le travail de l'indigo, et sur le haut de la place, on voit bien un tissu indigo qu'elles essayent de toucher, que ce n'est pas un travail qui est à portée de main. Sous ce pagne, on a un faisceau lumineux qui montre que ces femmes ont été révélées grâce à ce tissu-là. En tant qu'urbaniste, la marraine salue cette initiative qui, pour elle, apportera en plus au développement de cette ville. Des propos soutenus par la première autorité de la ville de Ouida. Je prends l'engagement, ici et maintenant, de façon assez solennelle, que dans le programme touristique de la ville de Ouida, il sera créé un circuit touristique lié à Elou, ou communément appelé l'indigo, qui va valoriser ce patrimoine que la famille Niambossou nous a transmis
et également valoriser la famille Aniambossou, mais également notre sœur Nadia Dali. Rappelons que cette inauguration fait suite au symposium de l'Indigo qui se déroule du 23 au 26 novembre à Cotonou et à Ouida. Culture toujours, les femmes au Tamari de Parakou et environ réunies au sein de l'association Thibaut Bénin se sont retrouvées pour leur assemblée générale. Elles ont élu un nouveau bureau créé depuis quelques années. L'objectif de ce regroupement est d'œuvrer pour l'autonomie financière de ses membres. Abdoulaye Idrissou et Roland Tchanka pour le point. Femmes au Tamari, libérez-vous. Femmes au Tamari, construisez la maison. C'est le slogan qui sous-tend l'action des femmes au Tamari de Parakou au sein de Thibaut Bénin. Ce creuset d'échanges et d'actions pour le bien-être des femmes est né d'une vision. Cette association que j'ai fondée, c'est pour s'aider et s'entendre. Et pour les apprendre aussi comment faire pour chercher leur gagne-pain. Par exemple, financièrement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas français. Il y a des prêts que les gens se font et que les gens sont là qui ne connaissent pas comment faire pour faire ces prêts. Nous qui connaissons, qu'on les aide pour qu'elles puissent retrouver des petits revenus. Pour atteindre cet objectif, cette association s'appuie sur certaines activités telles que la préparation de la boisson locale Tchoukoutou, le stockage des produits vivriers, toutes choses qui procure à la femme une autonomie financière. Travailler pour l'éveil de la femme au Tamari en vue de son épanouissement personnel et d'une meilleure participation de cette dernière aux charges du foyer, l'exécutif municipal n'en attendait pas mieux. Nous sommes très ravis et très fiers de voir cette salle qui est remplie de femmes. Et ce n'est pas de n'importe quelle femme, des femmes cadres, lettrés, responsables et qui incarnent des valeurs tant au plan national qu'international. Nous vous remercions. Les femmes au Tamari réunies au sein de l'association Thibaut Bénin de Parakou n'œuvrent pas seulement pour leur autonomisation. Elles travaillent également à valoriser le patrimoine culturel du département de l'Atakora, dont elles sont originaires. Et c'est sur ces belles pas de danse que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bon week-end à tous et à toutes.